rares. Des problèmes de santé publique qui peuvent dépasser le cadre français. Bon, la maladie infectieuse, tout le monde comprend actuellement de quoi on parle. L'accélération technologique et aussi l'harmonisation des différentes technologies. L'effet levier de financement que parlait plus tôt Dominique, et aussi la préparation de la communauté française au programme cadre, donc Horizon 2020 et à venir Horizon Europe. Donc, Dominique l'a déjà insisté dessus, mais on aimerait aussi indiquer ici que les appels des Eranet et du GPI doivent préparer la communauté française au programme cadre, mais ne doivent pas non plus se substituer ou concurrencer les appels à projets. D'ailleurs, nous, quand on prépare ces appels à projets, on fait en sorte que ce ne sont pas les mêmes thématiques qui sont lancées dans une initiative et aussi dans le programme cadre. Et on encourage les consortiums confirmés à déposer à ces appels à projets du programme cadre. Donc, au sein du département biologie santé, on a différentes initiatives multilatérales, notamment dans les sujets des maladies infectieuses et les résistances antimicrobiennes, de la nutrition, des neurosciences, les maladies rares, de la médecine personnalisée et de la nanomédecine. Je vais maintenant vous expliquer quelques aspects pratiques et administratifs de ces appels à projets multinationaux. Alors, tous ces appels à projets sont spécifiques et ne sont pas identiques d'une initiative à une autre, donc il faut être très vigilant. Alors, ils ne sont pas identiques du point de vue du processus de montage de l'appel à projet, donc, qui est établi selon les besoins de la communauté, de la stratégie nationale ou des contraintes administratives temporelles. Du processus d'évaluation, certains appels à projets sont lancés en une ou deux étapes de soumission et parfois il y a un droit de réponse, parfois non. Les critères d'éligibilité aussi peuvent être très différents. Certains de ces critères d'éligibilité sont décidés au niveau national. Donc, il est très important que chaque partenaire se renseigne auprès de son organisation de financement et que si vous êtes coordinateur, vous assurez bien que chaque partenaire a fait cette démarche pour être sûr qu'il soit éligible, car la présence d'un partenaire non éligible au sein d'un consortium peut parfois faire tomber le consortium avant que le projet puisse être évalué. Et des autres critères d'éligibilité qui sont différents d'un appel à projet à l'autre, aussi la composition de consortium. Donc le type de partenaire qui doit être inclus dans le consortium et aussi le nombre de partenaires peut varier selon l'initiative où vous allez postuler. Là, nous avons un exemple du processus de lancement d'un appel à projet. Donc là, c'est un exemple d'un appel à projet en 2 étapes. Donc, en général, les appels à projets sont lancés en fin d'année, au début d'année, avec la soumission de prépropositions. Ensuite, on a une vérification de l'éligibilité par les agences de financement et aussi par ce qu'on appelle le call secrétariat, donc l'agence d'organisation qui est en charge de faire toute la logistique de l'évaluation de l'appel à projet. Après la vérification de l'éligibilité, les projets partent en évaluation. Donc, l'évaluation s'effectue selon les critères indiqués dans le texte de l'appel à projet. 2 à 3 experts évaluent la proposition et ensuite des membres du comité d'évaluation également. Donc, en général, on a un rapporteur et 2 lecteurs. Après cette évaluation, on a une réunion d'évaluation qui va permettre de décider quels projets peuvent être invités à soumettre une proposition complète. Après la soumission des propositions complètes, on répète ce cycle de vérification de l'éligibilité, d'évaluation par les experts. Et si l'appel à projet inclut un droit de réponse, ce droit de réponse va s'effectuer après la deuxième évaluation par les experts. Puis, une deuxième réunion de comité d'évaluation est organisée. Une réunion de comité de pilotage. Donc, au sein de ce comité de pilotage sont présentes toutes les organisations de financement qui participent à l'appel à projet.
Et selon le classement des projets et la disponibilité du budget, la décision de financement va être réalisée. Ensuite, chaque chercheur va établir une convention avec son agence de financement, donc ici l'ANR pour les chercheurs français. Alors, quand nous contacter et pourquoi? Donc, comme j'ai indiqué, vous pouvez contacter deux types de personnes, soit le secrétariat de l'appel à projet, soit l'ANR, donc pour tout ce qui correspond des questions au niveau national. Donc, on vous recommande de contacter le secrétariat de l'appel à projet pour toutes les questions sur les contours de l'AAP, sur le partenariat et le montage du consortium, sur les questions générales du texte de l'appel à projet ou des guidelines, et aussi les problèmes de soumission, des fois si vous avez des problèmes techniques avec l'outil de soumission ou avec le dossier. Donc, quand contactez l'ANR, donc les problèmes d'éligibilité nationale, les questions sur le budget, et une fois que le projet est sélectionné pour son financement, donc les questions sur les modalités de contrat et de conventionnement. Pour vous aider à monter votre projet, il y a toute une documentation qui est disponible et je vais donner la main à ma collègue Sophie Gay qui va vous la présenter. Merci Martine, bonjour à tous. Je m'appelle Sophie Gay, je suis également chargée de projet scientifique au sein du département biologie santé. Et donc comme Martine vous l'a dit, je vais un petit peu vous présenter les modalités pratiques et où trouver les informations dont vous aurez besoin. Donc l'ensemble des informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.anr.fr. Donc lorsque vous ouvrez notre site internet, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez cliquer sur « Acteurs de projet de recherche », puis dans le bandeau bleu « Appel à projet » et en bas, vous avez les appels à projet ouverts. Donc, lorsque vous cliquez sur « Appel à projet ouvert », vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre. Martine, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre. Avec donc tous les appels à projets qui sont ouverts. Si vous souhaitez chercher un appel à projet sur un thème particulier, vous pouvez utiliser notre barre de recherche, donc soit en tapant un mot-clé, par exemple nutrition, soit si vous connaissez déjà le programme, vous pouvez entrer le nom du programme et faire chercher. Et donc vous aurez en dessous la liste des appels ouverts dans cette thématique ou dans ce programme. Ensuite, vous pouvez cliquer donc sur l'appel à projet ouvert et vous allez avoir une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Martine, est-ce que tu peux passer? Merci. Donc, bon, là, je suis désolée, c'est un petit peu petit, mais donc vous avez la fenêtre, la partie à gauche, en fait, qui va s'ouvrir, donc avec des informations générales sur le programme auquel vous souhaitez postuler. Donc ici, on a pris l'exemple de Ronanomed. Et tout en bas, vous avez donc ce que l'on a agrandi sur la partie droite de la diapositive, à la fois une frise chronologique et des documents à télécharger. Donc cette frise chronologique vous résume quand est-ce que l'appel s'ouvre, la fin du dépôt des pré-propositions et la fin du dépôt des propositions complètes. Et dans les documents, vous pouvez télécharger tous les documents qui vous seront utiles pour cet appel à projet. Donc bien sûr le site de soumission, le formulaire de pré-proposition, mais surtout le texte de l'appel à projet. Donc, c'est dans ce texte de l'appel à projet que vous allez trouver toutes les informations nécessaires, donc à la fois la thématique de l'appel, les critères d'éligibilité, les critères d'évaluation. Donc, c'est vraiment ce texte-là qui est le texte fondateur. Vous avez également les annexes pour les participants français. Donc, si vous cliquez dessus, Martine, est-ce que... Voilà, merci. Donc, vous allez tomber sur un PDF, donc qui est à peu près cette tête-là, et en fait, qui va résumer les critères de participation pour les partenaires français. Donc, c'est un texte qui est écrit en français, alors que le texte de l'appel à projet est écrit en anglais, mais il se réfère toujours au texte de l'appel à projet. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui peut vous aider, mais le texte fondateur où vous avez vraiment toutes les informations, ça reste le texte de l'appel à projet. Donc, quels sont les critères d'éligibilité? Donc, chaque appel à projet va avoir des critères d'éligibilité qui sont propres à l'appel à projet. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces critères d'éligibilité dans le texte de l'appel à projet.
Et en plus, vous avez des critères d'éligibilité nationaux, donc dans notre cas à nous, les critères d'éligibilité ANR. Donc, le principal critère d'éligibilité, c'est que toutes les propositions qui seront semblables ou en partie similaires à une proposition déposée à l'ANR en cours d'évaluation ou déjà financée seront déclarées inéligibles. Donc, cela ne vous empêche pas de déposer des suites de projets, puisque si c'est une suite de projets, le projet n'est pas similaire à un projet pour lequel vous avez déjà obtenu un financement. Mais par contre, vous ne pouvez pas évidemment déposer un projet à l'appel à projet générique et un projet sur un appel international avec les mêmes thèmes et les mêmes work packages. Par contre, vous savez peut-être que dans le cadre de la APG, donc les appels nationaux, vous avez un certain nombre de restrictions portant sur le nombre de projets déposés à l'ANR. Donc en particulier, vous ne pouvez soumettre qu'un seul projet en tant que coordinateur et vous ne pouvez pas être impliqué dans plus de 3 propositions. Ces règles sont particulières à la APG, mais ne s'appliquent pas aux appels internationaux. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien déposer 3 projets à la APG, plus un projet au niveau international. On va maintenant voir les critères sur le budget, qui portent sur le budget. Martine, est-ce que tu peux passer? Merci. Donc, sur le budget, c'est le règlement financier de l'ANR qui s'applique. Donc, règlement financier, vous devez avoir l'habitude si vous avez déjà postulé à l'ANR, avec un financement minimum qui est de 15 000 €. Pour le financement maximum, il n'y a pas de règle particulière écrite dans le règlement financier, mais très souvent, dans le texte des appels à projets, vous allez trouver un montant maximum par partenaire et par projet. Donc, faites bien attention de respecter ce montant maximum. De plus, pour encourager la présence de coordinateurs français, on donne une incitation financière avec, en général, un budget qui est un petit peu plus élevé si vous souhaitez être coordinateur du projet. Donc, c'est en général 50 000 €, mais encore une fois, il faut mieux vérifier dans le texte de l'appel à projet. Mais c'est très important pour l'ANR, effectivement, que vous soyez aussi en tant que coordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on donne une incitation financière si vous souhaitez participer en tant que coordinateur. Alors, quelque chose d'important, c'est où est-ce que vous pouvez inscrire votre budget relatif à vos charges de personnel. Donc, il est de plus en plus important pour les appels internationaux d'indiquer votre participation à vous en tant que personnel. Donc, quelle va être votre implication en termes de personnes mois et en termes de budget lié au personnel permanent. Par contre, pour les personnels qui sont académiques, donc de type CNRS, INSERM, CEA, donc qui ont déjà une position qui est payée, une position statutaire, ces dépenses ne sont pas éligibles au financement. C'est-à-dire que vous devez les indiquer dans votre budget total, mais ce sera une contribution sur fonds propres, dit en anglais in kind. Par contre, donc vous devez les indiquer dans le budget total, mais pas dans le budget demandé. Donc, je reviendrai après sur la différence entre partenaires publics et partenaires privés. Non, merci Martine, tu peux passer. Merci. Donc, où trouver des informations sur ce règlement financier? Donc, encore une fois, sur notre site internet www.anr.fr, vous cliquez sur acteurs de projet de recherche, appel à projet toujours, mais cette fois-ci, vous choisissez règlement financier. Donc, lorsque vous cliquez sur cette page concernant le règlement financier, donc vous avez une page qui est affichée sur la gauche qui va s'ouvrir. Donc, si vous cliquez sur télécharger le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'ANR, donc ça c'est le règlement financier, c'est un document en PDF, je pense d'une 50aine de pages. Donc, si dans un premier temps vous ne souhaitez pas ouvrir l'ensemble du règlement financier, l'ANR a mis au point durant les 2 dernières années des fiches pratiques qui sont extrêmement bien faites et qui répondent vraiment aux demandes que les chercheurs peuvent avoir à la fois dans le suivi de leur projet, mais également dans les modalités de dépôt. Donc, vous avez ici un agrandissement sur la partie droite de la diapositive. Donc, les différentes fiches pratiques qui sont disponibles. Donc, en particulier, les modalités de participation des entreprises au projet, les partenaires d'un projet de recherche, les coûts admissibles et les accords de consortium. Et c'est en particulier ces 4 fiches-là dont vous aurez besoin pour déposer votre projet. Donc,
Pour l'instant, je vous ai parlé un peu de partenaires publics ou partenaires privés. Dans un certain nombre de cas, c'est très facile. Donc, si votre labo est CNRS, je pense que vous savez qu'il s'agit d'un organisme public. Si vous faites partie d'une entreprise qui fait des bénéfices, vous savez qu'il s'agit d'un organisme privé. Mais dans certains cas, on a des doutes. C'est notamment le cas lorsque vous faites partie d'une association, d'une fondation. Et donc, l'ANR a mis au point un formulaire de déclaration des activités économiques, qualification des bénéficiaires des aides. Donc, vous pouvez retrouver ce formulaire donc, sur la page où il y a le règlement financier. Donc, c'est un formulaire que vous pouvez compléter et ensuite retourner à notre service juridique, donc auprès de Julie et de Véronique, et qui vous permettront de savoir si l'ANR vous considère en tant qu'organisme public ou dans la catégorie entreprise au sens européen du terme, donc qui peut inclure les associations par exemple. Donc c'est très important de remplir ce formulaire avant de faire une demande parce que pour ensuite mettre au point votre budget, vous aurez vraiment besoin de savoir si vous êtes un organisme considéré public ou privé. Et pourquoi vous avez besoin pour calculer votre budget? Martine, est-ce que tu peux passer? Cependant, je voulais juste rappeler que ce formulaire doit être rempli par une organisation une seule fois. Si votre organisation a déjà rempli ce formulaire et fourni à l'ANR, vous n'êtes pas obligé de le répéter une deuxième fois. Merci Martine. Est-ce que tu peux passer à la diapositive? Merci. Donc, comme je vous l'ai précédemment indiqué, donc ce formulaire, il est important pour déterminer si vous êtes public ou privé, parce que votre mode de financement ne sera pas le même. Si vous êtes dans la catégorie publique, vous allez avoir un financement dit à coût marginal. Donc, ce financement concerne principalement les organismes publics de recherche, les collectivités territoriales, les établissements publics ou assimilés. Vous avez ici une liste notamment d'établissements publics ou assimilés. La plupart des fondations d'utilité publique actrices de la recherche et les établissements de santé privés d'intérêt collectif. Dans ce cadre, le taux de financement est à 100%, c'est-à-dire que 100% de ce que vous allez utiliser dans le cadre de votre projet va être pris en charge par l'ANR. Par contre, pour ces partenaires à coût marginal, le salaire du personnel statutaire payé par l'État ne sera pas pris en charge. Donc ça, ce sont les financements à coût marginal. Maintenant, si vous faites partie de la catégorie entreprise ou partenaire privé, comme on l'a vu précédemment, votre mode de fonctionnement sera dit à coût complet, de financement sera dit à coût complet. Donc ça s'applique notamment aux sociétés, aux associations, avec un taux d'aide qui varie suivant votre régime, donc PME, association ou grande entreprise. Et nous vous conseillons de regarder la fiche pratique numéro 1, donc modalité de participation des entreprises, puisque en particulier l'ANR ne finance pas les entreprises en difficulté, ça ne dépend pas de l'ANR, c'est une règle européenne. L'aide aux entreprises ne s'applique pas aux entreprises qui sont en difficulté financière. Donc, vous pouvez faire une simulation de l'état de santé de votre entreprise, donc en complétant un formulaire qui est également disponible donc sur la page qui est relative au règlement financier. Et sachez que si votre si votre entreprise est déclarée en difficulté financière, vous avez des moyens financiers de rétablir cette situation, par exemple en faisant des levées de fonds. Donc, je vais maintenant vous parler des coûts admissibles. Donc, il y a 5 catégories de coûts à l'ANR. Donc, les frais de personnel, donc, qui inclut tous les frais qui seront liés au recrutement de personnel impliqué sur votre projet. Donc, par exemple, les ingénieurs, les postdocs, les PhD. Donc, tout le personnel qui va être recruté sur votre projet pour les établissements publics. Dans le cadre des établissements privés, seulement privés, vous pouvez également inclure le coût du personnel statutaire. Vous avez également une catégorie de coûts qui est le coût des instruments et du matériel. Donc, le matériel, c'est ce que l'on appelle en général dans le laboratoire le fonctionnement. Et donc, les instruments, ça, c'est ce que l'on appelle également les instruments dans le laboratoire. Vous avez également une catégorie qui s'appelle le coût des bâtiments et des terrains. Donc,
Là, très important, ce sont les bâtiments et les terrains qui vont être liés à votre projet. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez besoin d'une salle de restaurant, de louer une salle de restaurant dans le cadre de votre projet, vous pouvez inclure cette dépense dans le coût des bâtiments et des terrains. Par contre, si dans votre association, vous avez déjà une salle de restaurant, à ce moment-là, ce coût n'est pas éligible. Vous pouvez ce qui peut être éligible, c'est l'amortissement, mais je vous conseille vraiment de regarder les fiches pratiques pour pouvoir calculer les coûts d'amortissement. Vous avez une catégorie qui concerne les prestations de services. Donc, dans les prestations de services, on a également les frais qui sont liés au numérique, par exemple la location de serveurs. Et ces prestations de services sont limitées à 50% de votre projet. Vous ne pouvez pas dépasser 50% de l'aide. Ensuite, vous avez les frais généraux, dont les missions des personnels, donc les frais de déplacement, et les frais d'environnement. Ces frais d'environnement, en anglais, ils sont intitulés overhead, et ils sont forfaitisés à hauteur de 8% des coûts éligibles pour les partenaires de droit public, donc à coût marginal. Et pour les partenaires privés, donc à coût complet, ils sont plafonnés à 68% maximum des frais de personnel admissibles et 7% maximum des autres coûts admissibles hors frais d'environnement. Donc, il s'agit de maximum pour les partenaires privés. Vous pouvez descendre en dessous. Et ces coûts ne sont pas forfaitisés, c'est-à-dire qu'ils seront à justifier dans le cadre du suivi financier de votre projet. Donc, je vais quitter maintenant les aspects financiers pour passer aux accords de consortium. Martine, merci. Donc, les accords de consortium, en général, ils sont très fortement recommandés dans le cadre des projets internationaux. Ils sont fortement recommandés et parfois ils peuvent être imposés. Donc, vous pouvez regarder ce qui est indiqué, les indications dans le texte de l'appel à projet. Très souvent, maintenant, ces accords de consortium sont obligatoires. Si jamais il n'y a pas de mention spécifique dans le texte de l'appel à projet, c'est les règles de l'ANR qui s'appliquent. Et donc, dans les règles de l'ANR, si vous avez un bénéficiaire à coût complet, donc de droit privé dans votre consortium, l'accord de consortium est obligatoire. Et il va conditionner le deuxième versement aux bénéficiaires à coût complet et il va être obligatoire pour le versement du solde pour les bénéficiaires à coût marginal. Donc, pourquoi on vous encourage très fortement à rédiger un accord de consortium? C'est pour vous protéger et pour protéger notamment les droits de propriété intellectuelle, vos droits de propriété intellectuelle à vous, partenaires français et notamment aussi partenaires publics. Donc, nous avons fini la partie, on va dire, générale, donc qui va concerner l'ensemble des appels à projets. Et maintenant, on va passer en détail, en revue, les différentes initiatives. Les initiatives européennes, donc hors AAPG, dans le cadre de la biologie et de la santé. Donc, comme Martine vous l'a présenté précédemment, on a 5 grands thèmes, donc les maladies infectieuses, la nutrition, les neurosciences, les maladies rares et la médecine personnalisée. Et donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter les maladies infectieuses et les résistances aux antibiotiques. Sophie, juste, pardon, est-ce qu'on peut prendre les 2-3 questions qui ont été posées en lien avec la partie financière, comme ça Oui, bien sûr. Merci. Il y a pas mal de choses qui ont été répondues dans le chat, mais il y a une personne qui a demandé si les gratifications de stage étaient éligibles dans les coûts du projet. Et si oui, dans quelle catégorie on peut les... Oui, dans les catégories personnelles. Donc, c'est notamment pour les masters, où effectivement, il y a des gratifications de stage et c'est éligible dans les coûts de personnel. Parfait. Et je crois que les autres questions, elles ont été répondues soit dans le chat, soit dans la présentation. Merci. De rien. Donc, je vais maintenant vous présenter la partie, donc les maladies infectieuses. Donc, avec le premier programme dont on va parler, donc le JPI-AMR. Donc, JPI-AMR, c'est pour Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. Donc, comme son nom l'indique, le but de ce programme est de lutter contre la résistance aux antibiotiques via une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, animale et environnementale.
Donc, cette approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique animale environnementale, c'est ce que l'on appelle One Health. Il y a 28 pays qui sont impliqués dans ce programme, donc essentiellement des pays européens, mais vous pouvez également voir sur la carte que d'autres pays non européens sont impliqués, comme par exemple l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Canada, le Japon et l'Inde. La représentation française au board de ce programme est faite via l'INSERM et l'ANR, donc qui siègent tous les deux au board de ce programme. Donc, quelles sont les activités qui sont développées au sein de ce programme? Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces activités dans le plan d'implémentation 2021-2022 qui est disponible sous forme PDF que vous pouvez télécharger sur le site du programme. Donc, https://www.jpiamr.eu. Et donc, dans ce plan d'implémentation, on va retrouver les activités de type appel à projet, mais également workshop stratégique. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont participé au workshop stratégique. Martine, la présentation a sauté. Oui, j'ai vu, je n'ai pas compris pourquoi. Il était fatigué. Donc, des workshops stratégiques comme le workshop qui a été organisé par l'ANR en septembre dernier sur la transmission de la résistance aux antibiotiques. Et vous avez également une plateforme virtuelle donc, qui est disponible sur le site du GPI. Donc, les sujets d'intérêt du GPI sont divisés en 6 grands domaines d'intérêt. Donc, à la fois les interventions, le domaine thérapeutique, diagnostic, la surveillance, la transmission et l'environnement. Donc, maintenant, je vais passer à l'appel à projet qui va être lancé en 2021. Dans le cadre de ce GPI. Donc, cet appel à projet va porter sur les interventions permettant la prévention et la réduction de la transmission des facteurs de résistance aux antibiotiques en utilisant une approche One Health. Donc, quelques dates importantes. L'ouverture devrait avoir lieu mi-janvier 2021. Donc, pour l'instant, la date prévue est le 14 janvier 2021. Mais il s'agit d'un appel cofinancé par la Commission européenne, donc nous devons obtenir le consentement de la Commission. Donc, on espère pouvoir le lancer vers le 14 janvier, mais il pourra être repoussé si nous n'avons pas l'accord de la Commission d'ici là. Au plus tard, il devrait ouvrir début février 2021. Donc, la clôture de la première étape interviendra 2 mois plus tard, donc vers mi-mars 2021. Le résultat de la première étape devrait avoir lieu fin mai 2021 pour une clôture de la deuxième étape mi-juillet 2021 et une annonce des résultats en novembre 2021. Donc, quels sont les domaines d'intérêt? C'est tout d'abord comprendre l'impact des interventions préalablement menées sur la transmission de la résistance aux antibiotiques et c'est également développer, conduire et évaluer des interventions innovantes afin de mieux maîtriser la transmission de la résistance aux antibiotiques. Donc, j'insiste sur le mot innovant. On ne veut pas seulement reproduire des interventions qui ont été faites dans certains pays, et tester ces interventions dans d'autres pays, mais on veut vraiment des interventions nouvelles, innovantes. Dans vos projets, vous devez au moins traiter 2 composantes One Health. Donc, par exemple, vous pouvez considérer des interventions humaines environnementales, humaines animales, animales environnementales. Mais par contre, vous ne pouvez pas considérer seulement l'aspect humain. Donc, à chaque fois, vous devez, ou seulement animaux, ou seulement environnement. Vous devez toujours inclure 2 composantes One Health. L'implication de pays à indice faible et moyen de développement économique est fortement encouragée et notamment, vous allez trouver des agences de financement qui vont financer ces pays à indice faible et moyen de développement. La contribution de l'ANR va être de 2 millions, auquel va se rajouter une contribution de l'Union européenne. Donc, cette contribution de l'Union européenne, elle n'est pas définie en avance, elle va dépendre du taux de succès, notamment des partenaires français, à cet appel à projet. L'aide allouée maximum va être de 450 000 € par projet, avec 250 000 € par partenaire. Et là, on retrouve le bonus dont je vous parlais précédemment, donc 300 000 € si vous êtes coordinateur du projet. Ça va être un appel en 2 étapes. Donc avec un dépôt des pré-propositions puis des propositions détaillées. Minimum 3 partenaires de 3 pays éligibles différents,
dont au moins 2 pays européens ou associés. Donc, vous avez besoin de 2 pays européens et de 3 pays en tout minimum. Le maximum, 6 partenaires, ce qui inclut également les collaborateurs, c'est-à-dire les partenaires qui ne vont pas demander de financement, mais qui vont participer sur leurs fonds propres. Si vous incluez un pays qui va être sous-représenté, donc notamment les pays à indice faible et moyen de développement, on vous donne un petit bonus et vous pouvez avoir 7 partenaires en tout au sein de votre appel. Donc, le secrétariat de l'appel, donc Martine vous a expliqué précédemment qu'il y avait le secrétariat de l'appel à projet qui s'occupait de la gestion globale de l'appel à projet et vous avez votre contact national. Dans le cadre de cet appel, c'est l'ANR qui s'occupe de l'appel à projet. Donc, le secrétariat de l'appel et le contact national, ce sont les mêmes personnes. Donc, pour l'instant, c'est Ingrid et moi-même qui nous en occupons et nous allons être rejoints par une troisième personne normalement prochainement. Et donc, je vous demande d'utiliser pas nos adresses personnelles, mais d'utiliser l'adresse que vous trouvez en bas, donc gpi@agencerecherche.fr, ce qui nous permet ensuite c'est la personne qui sera présente et dédiée qui va pouvoir répondre à vos questions sur le sujet. Donc, je vois une main levée. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat à propos de ce programme. Sophie, peut-être? Parce que je ne vois pas les questions. On a une question. Donc, qu'est-ce que c'est une composante One Health? Mais il me semble que ça a été répondu après, mais peut-être vous pouvez repréciser. Donc, les One Health, donc on considère l'environnement, les animaux, la santé animale et la santé humaine. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, vous devez traiter à la fois soit une composante, enfin 2 paramètres entre composante environnementale, santé humaine et santé animale. Merci. Et ensuite, on a une question. Est-ce que de nouvelles approches comme la phagothérapie peuvent entrer dans le cadre de cet appel? Après, je ne peux pas vous répondre comme ça sur voilà, si c'est éligible ou pas. Je pense qu'il faut que vous attendiez le texte complet de l'appel à projet. Donc, il y a déjà une pré-annonce qui a été publiée sur le site du GPI. Donc, je vous invite vraiment à regarder la pré-annonce. Vous aurez plus de détails, évidemment, début janvier, donc avec le texte de l'appel à projet qui va être publié. Sachez néanmoins qu'on ne répond jamais à des questions d'éligibilité propre. Ce n'est pas l'ANR qui vérifie enfin pas l'éligibilité, pardon, les thématiques des projets. Ce n'est pas l'ANR qui dit si telle ou telle thématique est éligible, mais c'est en fonction du texte de l'appel à projet. Ce sont les membres de comité qui vont dire si cette thématique répond au cadre des thématiques demandées dans l'appel à projet. Donc, c'est le secrétariat et les contacts nationaux qui vont vous dire si votre consortium est éligible, c'est-à-dire si l'ensemble des critères d'éligibilité sont réunis, mais pas sur les thématiques. Ça, c'est le travail du comité d'évaluation en fonction du texte de l'appel à projet. D'accord. Et il y en a une dernière question. Quels sont les pays que vous avez mentionnés comme étant sous-représentés? Est-ce que ça sera précisé aussi dans le texte de l'appel ou il y a une définition quelque part? Oui, ça sera présenté dans le texte de l'appel. Donc, vous avez les pays à indice faible et moyen de développement. Vous avez aussi d'autres pays européens. Je crois qu'il y a la Pologne et la Lituanie, si je ne me trompe pas. Pas d'autres questions sur cet appel. Merci Sophie. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième initiative dans le cadre des maladies infectieuses. Cette fois-ci, c'est une initiative sur les maladies infectieuses chez les animaux. Donc, le nom du programme, c'est ICRAD pour International Coordination of Research on Infectious Animal Disease. C'est un ERANET qui a été lancé l'année dernière, donc au 1er octobre 2019, qui inclut 28 organismes de financement venant de 19 pays. Donc, vous avez sur la carte, sur le côté droit de votre diapositive, donc les différents pays présentés. Il s'agit principalement des pays européens, plus la Russie et la Turquie. C'est la suite de programmes qui étaient déjà préexistants, dont vous avez peut-être entendu déjà parler, donc le programme EMIDA, donc Emerging and Major Infectious Diseases of Animals, et ANIWA, qui portait sur la santé animale, mais également le welfare. Donc, le but de cet ERANET, c'est la compréhension, la détection et la prévention des maladies infectieuses chez les animaux. Et donc, l'ANR est représentée au sein de cet ERANET.
Et pour toutes les questions relatives à cette ERANET, je vous invite à utiliser donc cette adresse générique, donc agencerecherche.fr, pardon, il y a une erreur sur la slide. Donc agencerecherche.fr, à chaque fois c'est agencerecherche.fr. Donc sachez que pour ceux qui ont déjà déposé à cet appel, c'était moi qui m'occupais de cet appel à projet. Donc c'est ma collègue Florence qui va reprendre le flambeau. Mais si vous si vous envoyez vos mails toujours aux adresses génériques, donc de toute manière, vous aurez toujours quelqu'un qui vous répondra. Donc, il n'y aura pas d'appel lancé en début d'année, donc en janvier, mais par contre, vous aurez un appel lancé à la rentrée 2021, donc septembre ou octobre. Et donc, je vous invite à regarder régulièrement le site de l'ERANET, donc www.icrad.eu, afin de voir les nouvelles donc sur ce nouvel projet qui va être lancé en septembre ou octobre 2021. Donc, je vais maintenant repasser la parole à Martine qui va vous parler des appels à projets lancés dans le cadre de la nutrition. Merci Sophie. Donc, dans le cadre de la nutrition, nous participons au GPI HDHL, Healthy Diet for Healthy Life, et qui est maintenant un GPI en cours actuellement. L'agenda stratégique a été mis à jour récemment et l'objectif de ce GPI est de focaliser sur 3 aires de recherche. Donc la première qui est citoyen, régime alimentaire et comportement. Le deuxième est nutrition ou alimentation pour la santé. Et la troisième, régime alimentaire, santé et maladie. La représentation française au niveau de ce GPI est la DGRI, qui est aussi en collaboration, qui collabore avec Avisan et Alenvie, et l'ANR. En parallèle avec la mise à jour de l'agenda stratégique, le GPI-HDHL a également publié un plan d'implémentation stratégique 2019-2021, dont les activités sont décrites et les objectifs de ces activités sont le renforcement des collaborations scientifiques, le renforcement des collaborations recherche-entreprise avec une meilleure implication des citoyens et une meilleure dissémination dans la population, enfin, le grand public, et le développement de solutions éco-responsables. Donc vous pouvez aussi accéder à ces documents sur le site de la GPI HDHL. La GPI bénéficie de 2 instruments de financement de la Commission européenne. Le premier est RHDHL et HDHL Intimic. Et ces 2 instruments de financement vont chacun lancer un appel à projet en 2021. RHDHL, l'appel à projet va se comporter sur les effets bénéfiques ou néfastes de la composition de les aliments et de leur transformation sur l'hypersensibilité alimentaire. La date d'ouverture est déjà définie, ce sera le 19 janvier avec une clôture le 8 avril. Donc le temps de soumission est très grand car ce sera un appel à projet en une seule étape, donc ça nous laisse un peu plus de temps et pour implémenter cet appel à projet, et on a décidé de favoriser cette étape de soumission. Les résultats seront attendus en octobre 2021. Pour l'éligibilité, donc comme je viens de vous dire, la proposition détaillée seulement suivie d'un droit de réponse. Donc là, le droit de réponse aura lieu entre le 14 et le 24 juin 2021. Les consortiums doivent être composés de 3 partenaires au minimum venant de 3 pays éligibles différents. Et le maximum sera de 6 partenaires plus 2 collaborateurs. Donc les collaborateurs sont des groupes de chercheurs ou des entreprises qui participent de manière in-kind. L'aide maximum allouée sera de 250 000 pour les partenaires et pour les coordinateurs de 300 000 €. Le budget ANR est de 1,5 million d'euros. Le secrétariat de l'appel sera à l'ANR, donc vous pouvez nous contacter, Sophie ou moi-même, à l'alias GPI-HDHL Calls. Pour le deuxième appel à projet sur HDHL Intimic,
La thématique est la standardisation des méthodes de mesure et de suivi des biomarqueurs liés à la prise alimentaire et à l'activité physique en relation avec la santé. La date d'ouverture sera le 21 janvier. Par contre, la date de clôture sera beaucoup plus proche que le premier appel, donc ce sera le 18 mars 2021. Les résultats seront également attendus en octobre. Ceci est dû, cette plus courte période est due par le fait que c'est un appel à projet qui sera en 2 étapes, donc avec une pré-proposition et une proposition détaillée. L'invitation aux chercheurs qui seront sélectionnés pour la deuxième étape sera envoyée fin mai 2021. Et les consortiums sont similaires au premier appel à projet, avec un même budget mis par l'ANR de 1,5 million. L'appel secrétariat se trouve à l'ANR, se trouve à Ilvo en Belgique, et c'est Dr Niki Declercq. Et je serai le contact national pour cet appel à projet. Donc voici pour les appels à projet sur la nutrition. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour le moment, on est toujours en train de définir les textes de l'appel à projet, donc on ne peut pas vraiment développer trop sur les thématiques. D'accord. Il y a juste une question sur l'éligibilité de la Polynésie. Je ne sais pas si la question elle est spécifique pour cet appel ou en général, mais elle vient juste d'être posée. De la Polynésie, j'ai bien entendu? Oui, oui, c'est ça. D'accord. En fait, l'ANR finance toute organisation sur un sol français ou voilà. Donc ça, c'est plutôt une réponse du point de vue d'éligibilité au niveau de l'ANR. Ouais. D'accord. Là, j'ai pas d'autres questions. Il n'y a aucun problème. Tous les territoires français sont concernés par les appels. Merci. Voilà, donc pour la nutrition, je passe maintenant la parole à Monica Frenzel qui va représenter notre collègue Meya Sheila pour nous présenter tous les appels à projets. Ah, Sheila est là. C'est ça. Welcome Sheila, qui va nous présenter tous les appels à projets autour des neurosciences. Bonjour tout le monde. Donc, je présente et cette année, on a 3 sections en neurosciences qui sont liées à trois initiatives différentes. Un GPI, au sein desquels il y a un ERANET, là on lance un appel à projet, et qui s'appelle GPND et qui est dédié aux maladies neurodégénératives. La deuxième, c'est un ERANET qui est dédié à la recherche translationnelle sur les maladies du système nerveux, à l'exclusion des maladies neurodégénératives, qui s'appelle ERANET Neuron. Et finalement, un appel sur l'initiative PLAGA qui accompagne le développement du flagship Human Brain Project. Si je pourrais avoir la suivante, s'il te plaît. Donc, on va commencer par les GPI, GPND et son ERANET GP Cofund. En 2021, nous lançons un appel à projet pour l'identification des dysfonctionnements du système nerveux qui sont responsables de perturbations physiologiques susceptibles de servir comme indicateur précoce du développement des maladies neurodégénératives. Il s'agit donc d'identifier des processus physiologiques qui sont perturbés et qui pourraient éventuellement être des marqueurs signaler les maladies neurodégénératives et leurs mécanismes. Vous savez sur la diapositive, je peux vous lire les thèmes sur lesquels il est focalisé cet appel à projet. Donc, il s'agit de démontrer la corrélation entre les développements précoces des processus de neurodégénération et les perturbations physiologiques, par exemple par l'analyse des données issues du cohorte ou longitudinales, des études longitudinales. Utiliser des technologies et méthodes pour améliorer la détection des symptômes précoces par
exemple par l'identification des nouveaux biomarqueurs ou par l'amélioration de la sensibilité, les spécificités ou la fiabilité des mesures. Ils sont éligibles aussi des études expérimentales chez les humains, peut-être qu'il y a plein d'erreurs, désolé, ou des modèles animaux pour identifier les dysfonctionnements à l'origine des signes précoces de la maladie. Par exemple, de neuropathologies cellulaires, synaptiques, métaboliques, inflammatoires, ou l'exploitation des données issues des cohortes humaines bien stratifiées. Aussi, l'utilisation des technologies digitales pour corréler les perturbations physiologiques avec des symptômes de la maladie neurodégénérative, par exemple par l'association des données cliniques, neurophysiologiques, biochimiques ou psychologiques, ou pour l'utilisation de systèmes de suivi à domicile ou d'appareils de mesure portatifs pour associer des perturbations physiologiques au pronostic de la maladie. La suivante, s'il te plaît. Donc, le lancement de cet appel à projet est en début janvier 2021. On a un budget réservé d'1,8 million pour les équipes françaises. Donc, les JPND est dédié aux maladies suivantes qui sont sur la diapositive: la maladie d'Alzheimer et autres démences, la maladie de Parkinson et troubles liés à la maladie de Parkinson, maladie à prion, maladie de neurones moteurs, maladie de Huntington, ataxie spinocérévelleuse et atrophie musculaire spinale. La participation des pays qui est prévue pour l'instant, la liste est vraiment très courte, mais c'est une formalité et la liste des pays qui vont participer sera bien plus longue et sera à vérifier sur les sites qui est indiqué sur la diapositive. Les projets peuvent être portés par des consortia à 6 partenaires maximum et au moins 3 pays qui participent à cet appel à projet. Et un maximum de 2 partenaires par pays est admis. Et les consortiums peuvent être amenés jusqu'à 7 partenaires si un des pays sous-représentés fait partie du consortium. Une fois de plus, il faut consulter les textes de l'appel à projet pour connaître quels sont les pays participants et les pays sous-représentés pour cet appel à projet en 2021. Et pour l'ANR, le budget maximum pour un coordinateur est de 250 000 euros et pour un partenaire financé par l'ANR est de 200 000 euros. La pré-proposition sera à déposer en mars 2021 et la proposition complète en juin 2021 seulement sur invitation. Sûrement, une partie des projets seront invités à la deuxième étape. L'école secrétariat sera communiqué aussi dans les textes d'appel à projet. Et pour l'ANR, je suis les contacts, la personne des contacts. La suivante, s'il te plaît, Martine. Martine, pourrais-tu passer à la suivante? Je l'ai fait, mais il y a un petit délai de réseau, je pense. Désolée. OK. Donc, sur les RNet neurones, je vous avais dit, il s'agit des études transactionnelles sur les maladies du cerveau, hors maladies neurodégénératives. En 2021, nous lançons un appel à projet transnational pour la recherche multinationale sur les troubles des neurodéveloppement. Les lancements aura lieu le 7 janvier 2021. Celle-ci est un appel cofinancé par la Commission européenne et nous avons réservé un budget de 2,7 millions d'euros car cette thématique est prioritaire. Les thèmes centraux de cet appel concernent les troubles du système nerveux survenant au cours du développement et affectant l'acquisition et l'exécution des fonctions intellectuelles, motrices ou sociales. Le présent appel est limité aux troubles ayant montré leur première manifestation avant la fin de l'adolescence. Une perspective de vie n'est permise que si les conséquences des troubles qui se manifestent avant l'adolescence sont adressées. Les projets devront porter sur au moins l'une des thématiques suivantes:
la recherche fondamentale sur la pathogenèse, l'étiologie, la susceptibilité et les mécanismes de résilience des troubles de neurodéveloppement. Cela peut inclure le développement des ressources ou des technologies innovantes ou partagées qui sont pertinentes pour les troubles de neurodéveloppement. La recherche clinique visant à mettre au point de nouvelles stratégies de prévention, de diagnostic, stratification des patients, thérapie ou réadaptation pour les troubles de neurodéveloppement. La pré-proposition devra être déposée en mars 2021 et la proposition complète en juin 2021, pareil, seulement si les consortiums sont invités à la 12e étape. La suivante, s'il te plaît. La seule exclusion que nous avons pour cet appel à projet, comme je vous ai dit, c'est les troubles neurodégénératifs qui sont traités par le JPND. Et la soumission électronique doit se faire sur les sites internet où il sera aussi publié les textes d'appel à projet. À ce jour, la participation, il y a une participation prévue des pays qui sont listés sur la diapositive. Les consortia doivent être formés par 5 partenaires maximum, au moins 3 pays différents qui participent à cet appel à projet. Et il y a un maximum de 2 partenaires par pays acceptés. Un 6e partenaire est possible si il est d'être inclus dans les consortiums, s'il vient des 3 pays listés comme sous-représentés pour cet appel à projet. Alors, il y a une information importante qui est différente et je suis désolée, je n'ai pas actualisé la diapositive. Le budget maximal par coordinateur à l'ANR est de 300 000 € et la présentation sera corrigée. Et le budget maximal par partenaire est de 250 000 €. L'école secrétariat sera à communiquer sur les textes d'appel à projet et les contacts ANR, c'est moi-même pour cet appel à projet. La suivante, s'il te plaît. Finalement, nous avons l'appel à projet Flagera, qui est un appel translational pour des projets en synergie avec les flagships Human Brain Project. Cet appel à projet Flagera a 2 volets, car il accompagne de flagship, Graphene et Human Brain Project, et les budgets réservés pour ces volets est à peu près 1 million d'euros. Et leur lancement est très proche, sera en fin novembre. Et pour la partie Human Brain Project, les projets devront porter sur au moins l'un des axes thématiques suivantes. Association génotype-phénotype dans les contextes des études portant sur la fonction du cerveau, que ce soit l'anatomie, la fonction, les déterminants génétiques ou non génétiques des phénotypes, et les études des cohortes et modèles animaux sont éligibles. La 12e thématique concerne les maladies psychiatriques. Donc, nous souhaitons des projets proposant des stratégies pour améliorer le diagnostic, la stratification des patients et ou la prise en charge thérapeutique des maladies psychiatriques, soit par les en particulier par les regroupements des données qui peuvent être d'anatomie, imagerie clinique, socio-moléculaire. Voilà. Finalement, la troisième thématique, c'est accélérer les diagnostics et les approches thérapeutiques sur les maladies rares au sein du système nerveux. Nous souhaitons recevoir des projets proposant des approches computationnelles de la recherche clinique et préclinique, et l'utilisation et l'analyse des données préexistantes est encouragée. Les projets sélectionnés pourront utiliser des services de la plateforme eBrains sans coût additionnel, avec certaines limitations qui seront détaillées sur les textes d'appel à projet.
La proposition complète, c'est un appel en une seule étape. La proposition complète est attendue en avril 2021. La suivante, s'il te plaît. La soumission en électronique, ce sera par le site Flagera sur les textes appels à projet. La participation prévue est de pays qui sont listés et il s'ajoute très dernièrement à cette liste s'ajoute la Turquie aussi. Donc, les consortia doivent être conformés par 3 partenaires minimum qui doivent provenir des 3 pays différents qui participent à cet appel à projet, ou bien deux partenaires des 2 pays participants à cet appel à projet, plus un partenaire d'un 3e pays et dont les partenaires est membre du flagship HPP, Human Rights Project. Il y a une autre règle qui concerne la distribution des budgets. Donc, les partenaires membres du flagship sont éligibles pour financement, c'est important de savoir. Et maximum 60% du financement doit être alloué à un seul bénéficiaire dans un projet qui implique 3 partenaires, tandis que pour des projets qui impliquent seulement 2 partenaires financés, 75% maximum doit être alloué à un seul partenaire. L'idée, c'est d'avoir un projet collaboratif. Il y aura un webinaire d'information avec en participation des HPP le 19 janvier 2021. L'école secrétariat est à l'ANR par ma collègue Marie-Alexandra Neusse et nous avons développé en collaboration avec eBrains une ligne spécifique des supports et des liens concernant les plateformes eBrains qui sera disponible aussi pour le montage des projets sur l'adresse qui est indiquée. Merci. Donc Merci. maintenant, Florence Guyot va présenter les maladies rares. Il y a 2-3 questions. Il y a plusieurs questions avant sur ces appels neurosciences. Sur les RNet neurones, il y a une question au sujet de l'association des partenaires anglais. Est-ce qu'ils peuvent être associés? Alors, d'après les slides, le pays n'était pas indiqué comme participant, mais je ne sais pas si vous avez une vision sur ça. Alors, ce qui est important, à vrai dire, il faut attendre les lancements de l'appel à projet ou la pré-annonce, car ce sont des décisions de chaque pays de participer ou pas. Et pour l'instant, je n'ai pas de précisions à vous donner concernant l'Angleterre. D'accord. Et ensuite, il y a plusieurs questions sur le Flagera, le dernier appel. Donc, les personnes demandent déjà si vous pourriez repréciser ce qu'est eBrain, parce que c'était pas clair dans la présentation. Alors, eBrain, c'est la plateforme. Donc, jusqu'à là, nous avons eu 2 flagships qui ont été financés pendant 10 ans. Par la Commission européenne, une sur les GARPEN et l'autre sur le cerveau, les Human Rights Project, qui arriveront à leur fin bientôt. Et l'idée, c'était de développer ces 2 projets. Ils sont des objectifs de développement. Et celui des Human Rights Project, c'est de devenir une plateforme des services avant une plateforme de services en neurosciences computationnelles, un peu, je dirais. Il a beaucoup d'analyses, il a beaucoup de curation de données, etc., qui sont spécifiquement designées pour servir à la recherche sur les cerveaux. Et à ce moment-là, il y a une transition entre Human Rights Project et eBrains et étant donné que Flagera a pour vocation de soutenir les flagships Human Rights Project, nous
maintenons ces liens avec eBrains qui a proposé d'avoir un certain nombre de services, d'offrir un certain nombre de services aux projets sélectionnés par Plaguera. Néanmoins, et les thématiques qui sont acceptées, éligibles pour l'appel à projet des Plaguera sont évidemment dans les périmètres du Human Brain Project, mais l'utilisation des eBrains n'est pas obligatoire. Et les chercheurs sont libres de trouver les solutions techniques, les meilleures solutions techniques et de les proposer, et ils seront éligibles pour cet appel à projet. Mais ils sont aussi encouragés à s'approcher des eBrains, afin de voir si la meilleure solution technique peut être développée au sein des eBrains en collaboration avec eBrains. Et c'est pour ça qu'on a généré ces liens avec en ligne de support. Voilà. J'espère que c'est clair. C'est clair. Merci. Ensuite, il y avait... est-ce que les maladies rares neurodégénératives sont éligibles au HPP Flaguera? Je ne sais pas si ça a été précisé. Oui. Non, ce n'est pas précisé. Elles ne sont pas inéligibles, donc elles sont éligibles. D'accord. Ensuite, il y a une question assez précise, peut-être ça va renvoyer au texte de l'appel sur les modèles animaux dans le thème numéro 2, sur les maladies psychiatriques. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Est-ce que les modèles animaux sont acceptés ou bien seuls les projets chez l'homme sont éligibles? Non. Les projets sur les animaux sont éligibles et je pense que c'est marqué. Mais les projets sont éligibles. Les projets en général, les projets sur les animaux. Ouais. Parfait. Et la dernière question, c'est combien de pays doivent être représentés au minimum pour Flaguera? Mais ça, c'était inclus dans la slide, il me semble. Oui, c'est marqué dans le slide. Il y a 3 pays, soit 3 pays qui participent à l'appel à projet, soit 2 pays qui participent à l'appel à projet, plus un 3e qui participe pas, mais qui participe pas, mais dont un membre des HPP est originaire et qui représentera du coup un 3e pays. C'est un peu compliqué. Oui, il faudra prendre le temps de lire l'appel. Donc, il faut que ce soit 3 pays différents, soit 3 pays différents et qui proviennent de la liste des pays qui participent, soit 2 pays qui sont sur cette liste, plus un 3e pays d'origine, dont un membre des HPP travaille et qui ne participe pas forcément à cet appel à projet. Ce qui fait, dans les 2 cas, 3 pays différents. D'accord. Par contre, évidemment, un pays qui ne participe pas à cet appel à projet n'est pas éligible pour financement. Oui. Si les membres HBP viennent d'un pays qui participe à cet appel à projet, il est éligible pour financement. Parfait. Il y a une question sur l'éligibilité des centres hospitaliers qui sont non universitaires, si je comprends bien. Est-ce qu'ils sont éligibles pour ces 3 appels en neurosciences s'ils ont une activité de recherche clinique? C'est très précis. Alors, ça, c'est un critère d'éligibilité plutôt général à l'ANR. Ça appartient à la catégorie des recherches, des organismes de recherche publics. Mais disons que tous ces critères d'éligibilité ne sont pas spécifiques aux appels neurosciences, ce sont des appels spécifiques à l'ANR de manière générale. D'accord. Et dernière question, est-ce qu'il y a un maximum de partenaires pour Flaguera? Non. Il a un minimum. Ok, c'est parfait. Donc Florence Guyot va maintenant nous présenter les appels à projets sur les maladies rares. Bonjour tout le monde. Donc sur les maladies rares, il n'y a qu'un seul appel à projet, donc c'est celui de l'EJPRD.
Donc pour 2021, il y a une énorme innovation. Nous organisons le premier appel à projet en sciences humaines et sociales sur les maladies rares. Donc c'est un projet qui va regrouper environ 18 pays. Alors ça peut changer parce que c'est en train d'être décidé en ce moment dans chacun des institutions. Donc on pourrait avoir beaucoup moins de pays. Donc, ce nombre de pays sera mis à jour sur le site internet de l'EJP. La participation de l'ANR est de 2 millions d'euros. En gros, l'ouverture est prévue pour début décembre. Donc ça, c'était ce qui était prévu au départ. Ça va peut-être être ouvert un petit peu après, mais en tout cas, aux alentours du 5 décembre, on aimerait ouvrir cet appel à projet. Et la soumission des pré-propositions, ce serait pour le 16 février. Donc, ce projet de recherche multinational, il doit être interdisciplinaire et il doit vraiment avoir un intérêt international. Et je vous dis aussi de faire attention, c'est que j'ai déjà reçu quelques questions parce que nous avons déjà fait la pré-annonce. Les intérêts régionaux intra-pays, ce sera peut-être pas bien vu, notamment envers l'Italie et l'Espagne qui essayent de pousser dans ce sens-là. Ce sera peut-être pas bien vu par les évaluateurs. Donc, faites bien attention à ce que vous écrivez dans vos appels à projets. Donc, les principales thématiques sont recherche sur les services de santé et d'aide sociale pour améliorer la prise en charge des patients et des familles. L'impact économique des maladies rares, impact psychologique et social des maladies rares, études portant sur l'impact, le poids du retard dans le diagnostic ou l'absence d'intervention thérapeutique, des projets en e-santé dans les maladies rares, utilisation des systèmes technologiques innovants pour les pratiques de soins dans les services sociaux et de santé, développement et amélioration des méthodes de recherche sur la santé dans les maladies rares, et finalement les effets de la crise sanitaire dans le domaine des maladies rares et l'émergence de parcours de soins innovants à cet égard. Prochaine slide, please. Donc, comme d'habitude, nous avons des sujets d'exclusion et les maladies infectieuses rares et les cancers rares sont exclus, tout comme les effets indésirables rares de certains médicaments. Les essais cliniques interventionnels sont exclus, tout comme les rapports d'évaluation de la technologie en santé, les projets se focalisant sur les méta-analyses et revues systématiques, les études sur les textes exclusifs sur la sûreté d'un matériel médical, les sujets des appels à projets de 2019 et 2020, le développement de nouveaux outils technologiques et digitaux, la création de nouveaux registres et établissements de cohortes à long terme, et les maladies neurodégénératives rares. La composition des consortia, donc le minimum c'est 4 partenaires, ça peut aller jusqu'à 6, et il faut qu'ils proviennent de 3 pays différents participant à cet appel à projet. On peut avoir la taille du consortium peut aller jusqu'à 8 si l'on ajoute des équipes venant de pays sous-représentés ou de jeunes chercheurs. Donc la liste des pays sous-représentés chez nous, c'est en général les pays de l'Est, le Luxembourg, la Turquie. Après, ce sera listé dans le call text et il faudra donc bien lire le call text à ce sujet. Donc, il y a maximum 2 partenaires français autorisés par consortium. Un coordinateur peut demander 300 000 € et un partenaire 250 000. Il faut bien noter aussi que nous encourageons vivement l'inclusion d'associations de patients dans ces consortia. Donc, à l'ANR, les associations de patients sont éligibles à la condition qu'elles effectuent des activités de recherche en SHS, ou sinon elles peuvent être incluses en prestation de services. Alors aussi, quelque chose de nouveau qui a été introduit cette année et spécifiquement pour cet appel à projet, c'est une plateforme de rencontre pour les chercheurs, dont je vous ai communiqué le lien ici. Vous pouvez aussi retrouver ce même lien sur le site internet de l'EJP Rare Disease. Le secrétariat de l'appel à projet cette année est la Fondation française Maladies Rares, dont je vous ai fourni le mail à gauche de l'écran.
Et tout ce qui est question pour les partenaires français, vous pouvez me contacter directement au mail que je vous fournis ci-dessous. Voilà. Je passe maintenant la main à Monique. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Monica Frenzel. Si vous avez des questions autour de la médecine personnalisée, je suis votre point de contact à l'ANR. La diapo suivante, s'il te plaît. Super. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter l'ERA-PERMED. C'est l'ERA-NET en médecine personnalisée. ERA-PERMED a été lancé en 2017 et va se terminer en 2022. C'est un très grand consortium de 32 organismes de financement de 23 pays différents, dont 19 pays de l'Union européenne, 3 pays associés à H2020. Donc, c'est l'Israël, la Norvège et la Turquie, et un pays tiers, c'est le Canada. En plus, on a beaucoup de régions qui participent dans la médecine personnalisée dans ce programme de l'Espagne, l'Italie, de l'Allemagne et aussi du Canada. ERA-PERMED a pour objectif d'aligner les stratégies de recherche nationales, de promouvoir l'excellence, renforcer la compétitivité des acteurs européens dans le domaine de la médecine personnalisée et de renforcer la collaboration européenne avec les parties tierces. ERA-PERMED a décidé de lancer en total 4 appels à projets, dont le premier en 2018 a été cofinancé et on est en 2021 dans le 3e appel à projet non cofinancé. Si vous voulez avoir des nouvelles d'ERA-PERMED, vous pouvez visiter le site web d'ERA-PERMED. On a aussi, pas de souci, on a aussi depuis cette année, on est sur LinkedIn et on a aussi un newsletter, donc vous pouvez avoir des nouvelles d'ERA-PERMED très facilement par ces liens différents. Merci beaucoup, Martine. Pour 2021, le titre de l'appel à projet est Multidisciplinary Research Projects on Personalized Medicine, Development of Clinical Support Tools for Personalized Medicine Implementation. Donc, on va vraiment vers des outils qui nous permettent d'implémenter la médecine personnalisée. Actuellement, c'est un peu coupé, on a 26 organismes de financement qui participent de 21 pays différents, 16 pays de l'Union européenne, plus 3 pays associés. Donc, encore une fois, les mêmes, c'est l'Israël, la Norvège et la Turquie. Et en plus, on a 2 pays tiers, c'est l'Égypte et le Panama. Et en plus, 5 régions et une charité d'Espagne. Donc, les règles de cet appel à projet, vous pouvez avoir un consortium avec 3 à 6 partenaires maximum dans la première phase, donc de pré-proposition. Au moins 3 pays différents participants à cet appel à projet et dans 2 pays de l'Union européenne. Maximum 2 partenaires par pays et un partenaire qui participe sur ses propres fonds. On a aussi, comme beaucoup des autres appels, comme vous avez vu, une petit avantage, un support de plus si le coordinateur ou la coordinatrice est français. Donc, maximum 300 000 euros pour une coordinatrice, un coordinateur, et 250 000 euros pour un partenaire. Le budget total de l'ANR est de 2,5 millions d'euros. ERA-PERMED a construit ses appels autour des thématiques des domaines de recherche différents. Comme l'année dernière, on a 3 domaines de recherche différents. Le premier domaine est plutôt clinique, préclinique. La deuxième domaine est plutôt autour des données et des technologies de l'information et de la communication. Et la troisième domaine est plutôt santé publique avec l'économie de la santé et elle-ci, donc aspects éthiques, juridiques et sociétaux. Et c'est très important, ERA-PERMED cherche vraiment des consortiums multidisciplinaires. Donc, c'est à vous de construire bien votre consortium autour de ces 3 thématiques, car 3 de ces modules sont obligatoires à inclure dans vos projets. C'est les 3 qui sont en dessous avec un cadre plutôt noir. C'est 1B, recherche clinique, le module 2, vers l'application dans les soins de santé, et le module 3B exact, aspects éthiques, juridiques et sociétaux.
Donc, vous pouvez aussi inclure les deux autres modules, donc recherche préclinique et la recherche sur l'économie de la santé, si c'est bien justifié et expliqué dans la proposition. Vous pouvez déjà, dès maintenant, commencer de chercher des partenaires sur le site d'ICPermed. Vous avez tous les liens par ERAPermed, aussi par la pré-annonce. On a un partnering tool où vous pouvez déjà commencer de vous inscrire et de chercher ou si vous voulez aussi vous proposer comme partenaire potentiel pour cet appel à projet. Je pense que c'est un bon outil pour trouver des partenaires pour cet appel à projet. En général, vous avez plus d'informations sur ces modules différents. Ils sont tous décrits dans l'appel à projet, dans le scope de cet appel à projet. À partir du 14 décembre, sur le site d'ERAPermed, mais bien aussi sur le site de l'ANR. La date limite de soumission pour les prépropositions est le 4 mars 2021. La date limite pour les propositions complètes est le 17 juin. Et on a une phase reboutel. Et si vous avez des questions en général, vous pouvez contacter le Joint Co-Secretariat qui est en Italie, Maria José Ruiz Alvarez, mais aussi bien sûr nous, ma collègue Dr Imen Boudaou, et moi-même sur erapermed, bon, aussi ça c'est faux, c'est agencerecherche.fr. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci et si vous voulez, s'il n'y a pas de questions maintenant, je donne la main à ma collègue Martine Batou. Je pense pour le dernier appel à projet dans cette PowerPoint sur la nanomédecine. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais entamer sur la nanomédecine. Il y a en effet des problèmes sur les adresses email, mais le plus simple, c'est d'écrire à anr.fr. De toute façon, on reçoit aussi avec ANR. Donc, pour ce dernier appel à projet qui sera lancé dans le département biologie santé, il s'agit de la nanomédecine. Donc, une ERANET appelée EuroNanomed existe maintenant depuis quelques années. Comme vous voyez, il y a eu 3 générations d'ERANET sur la thématique. Et l'objectif d'EuroNanomed, c'est d'être une plateforme pour les organismes de financement pour coordonner des programmes de recherche. Le but de la collaboration est de financer des programmes de recherche et d'innovation qui peuvent contribuer à développer la recherche dans le domaine des nanotechnologies pour des applications biomédicales. Au cours de ces années, donc, le consortium a un petit peu grossi. Donc maintenant, dans EuroNanomed 3, il y a 25 partenaires de 19 pays ou régions différentes. Il est actuellement coordonné par l'Espagne et les RANET se terminent en 2021 pour le moment. Et c'est probablement le dernier appel à projet qui sera lancé sous EuroNanomed. Donc, l'objectif de l'appel à projet 2021 est de soutenir des projets de recherche multinationaux combinant des approches innovantes dans le domaine de la nanomédecine, d'encourager et favoriser des collaborations entre les groupes de recherche publics et privés. Si vous connaissez bien EuroNanomed, donc les thèmes ne changent pas vraiment. Ce sont toujours la médecine régénérative, le diagnostic et les systèmes de délivrance ciblés. Les pays qui participent sont la Belgique, la Bulgarie, l'Égypte, l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Israël, l'Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Taïwan, Tchéquie et Turquie. Donc cet appel à projet est déjà ouvert depuis le 16 novembre. Et la clôture, il me semble, c'est le 21 janvier. Ou le 10 janvier, désolé, j'ai plus en tête, mais regardez sur l'appel à projet, c'est en janvier. Il y a une petite nouveauté dans cet appel à projet cette année. Il y a 2 types de projets qui peuvent être soumis. Ce qui est appelé dans le call text Regular Collaborative Projects, donc c'est-à-dire les projets qui ont toujours été soumis jusqu'à maintenant dans EuroNanomed. Donc ce sont des projets de 3 ans dont les résultats doivent tomber dans un TRL de 3 à 6 à la fin du projet.
Mais il y a aussi des Short Collaborative Projects. Alors là, ce sont des projets de 1 à 2 ans. Les TRL peuvent être les mêmes que cités précédemment, mais aussi de TRL 7 à TRL 9. Donc, il est très important de noter que l'ANR ne participe pas dans ces projets dits courts, surtout dû aux forts TRL qui sont appliqués. Ah, ben voilà, j'ai les dates sur cette diapo. Le site de soumission ouvrira le 2 décembre. La fermeture est bien le 21 janvier pour les prépositions. Et pour les propositions complètes, ce sera le 10 juin. Il y a également une phase de réfutation qui aura lieu entre le 31 août et le 7 septembre. L'ANR a mis un budget de 2,5 millions et le budget total de l'appel à projet est de 10 millions,1. Donc l'éligibilité autour de cet appel à projet, donc les partenaires du consortium doivent appartenir au moins à 2 des catégories suivantes, soit recherche académique, recherche clinique ou recherche industrielle. Les consortiums éligibles sont de 3 à 5 partenaires maximum, donc pareil avec un maximum de 2 partenaires dans un même pays. Et on peut avoir un maximum de 7 partenaires si des partenaires des pays sous-représentés sont inclus, c'est-à-dire Bulgarie, Estonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie, Taïwan, Tchéquie et Turquie. Les partenaires français peuvent demander un budget maximal de 200 000 € et les coordinateurs de 250 000 €. Là, il y a une erreur, désolé. Le contact à l'ANR, c'est moi-même. Par contre, le co-secrétariat se déroule en Espagne, à Ischia. Donc, vous avez déjà les coordonnées sur le texte de l'appel à projet qui est publié. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette fin de présentation. Alors, il n'y a pas encore de questions sur ça, mais il y a une question qui vient d'arriver sur médecine personnalisée. Est-ce qu'il y a eu des études sur les attentes des projets postulants par rapport aux projets financés par l'appel du Work Programme H2020? Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la question. Oui, donc merci beaucoup pour la question. Je ne suis pas vraiment sûre. Erapermed n'a pas coupé ou n'a pas développé son appel à projet et la thématique en fonction des appels à projet H2020 par exemple. Donc peut-être si vous avez des questions plus précises sur la thématique, vous pouvez me contacter dès que l'appel à projet est sorti et dès que vous avez lu le texte de l'appel à projet. Merci. Il y a une question pour Nanomed. Pourriez-vous repréciser ce qu'est la médecine régénérative? La médecine régénérative, c'est toute la production de tissus à partir de cellules. Ça peut être aussi en nanotechnologie, la fabrication de pansements qui vont permettre d'accélérer la cicatrisation, ce type de choses. Merci. Ensuite, donc j'avais loupé des questions au début qui étaient plutôt financières et administratives. Donc il y avait une question sur l'éligibilité pour des coûts d'accords de consortium. Vous avez indiqué qu'il était fortement encouragé d'en faire un. Dans le cas où c'est facturé, est-ce que c'est éligible dans le projet ou pas, ce genre de coût? Oui, c'est éligible. Donc, en général, c'est par exemple l'INSERM donc, qui passe par, qui facture, je crois que c'est 5 000 € pour la rédaction de l'accord de consortium. Et effectivement, c'est une dépense éligible. D'accord, merci. Et ensuite, il y avait une question sur, par rapport aux 50 000 € supplémentaires pour les coordinateurs français. Une personne demandait s'il allait augmenter pour les prochains appels, comme préannoncé lors d'un précédent webinaire. Je pense en général, il y a eu beaucoup des appels à projets dans cette présentation qui ont montré il y a 50 000 € pour un coordinateur
une coordinatrice française qui est, je pense, c'était bien indiqué par Martine et aussi par Dominique au début de la présentation, un support pour une coordination française. Donc pour le moment, on va se limiter à 50 000. Par contre, on essaye de se mobiliser davantage sur toutes les initiatives, de pouvoir ajouter ces 50 000 euros, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les appels à projets où on a une forte pression de la communauté française. Donc après, à réfléchir si on augmente encore davantage ou pas. D'accord. Ensuite, il y avait une question. Alors, il faudrait que je la lise en entier, je ne peux pas être capable de la résumer, mais le financement, alors pour l'achat et la location de matériel, est-ce que c'est éligible lorsqu'ils ont déjà été achetés avant la date de début du projet, sachant que ces matériels seront également utilisés dans les études réalisées pendant le projet? Donc, c'est vraiment ce qui est lié au projet. Donc, si vous aviez déjà acheté une machine particulière, non. Pour les partenaires privés, dans le cas, je crois, il faut que ça soit plus d'une certaine dépense. Vous avez les coûts d'amortissement qui peuvent être pris en compte. Mais je vous invite vraiment à regarder le règlement financier parce que c'est très particulier. Et en général, ce n'est pas éligible. Ce n'est pas une dépense éligible, notamment pour les partenaires publics. Donc, la dépense, ça doit être lié au coût du projet, au projet et aux manip du projet. Donc, l'amortissement du matériel n'est pas un coût éligible pour les partenaires publics. Il faut regarder en détail le règlement financier. Là, j'ai plus en mémoire parce que les coûts d'amortissement, c'est un petit peu compliqué à calculer. Je crois que Florence, peut-être, a plus de... Vous voulez dire quelque chose? Non? Le micro. Oui, pardon. Moi, justement, j'avais rencontré ce problème-là et les coûts d'amortissement étaient normalement éligibles pour justement l'utilisation d'une machine liée au projet. Oui, sur la durée du projet, c'est éligible. Voilà, tout à fait. Mais si la machine, l'achat de la machine qui a été effectué avant, non. Par contre, si vous achetez une machine exprès pour le projet, là, par contre, c'est éligible. Mais il y a des calculs pour calculer le coût d'amortissement. Donc, je vous invite très fortement à regarder le règlement financier. Pas forcément les fiches pratiques, mais là, vraiment le règlement financier pour calculer le coût d'amortissement. Et comme disait Florence, si effectivement ça a déjà été acheté avant, en général, ce n'est pas éligible. Merci. Il y avait une question sur l'appel nutrition. Quand est-ce que les thématiques seront définies? Alors, on espère préannoncer le call fin décembre. Donc là, les thématiques seront vraiment définies. Vous avez aussi, le problème, c'est dans le plan d'implémentation 2019-2020, ces deux appels à projets, 21, pardon, ces deux appels à projets sont déjà mentionnés, mais on retravaille toujours sur les appels à projets et il peut y avoir des changements. Donc du coup, c'est difficile de vous laisser travailler sur ces thématiques si après vous commencez à monter un projet qui s'avère ne plus être éligible à la finalisation des documents. Donc je vous invite à au moins attendre la pré-annonce et ensuite à l'ouverture complète de l'appel à projet. Merci. Donc je ne vois pas d'autres questions. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez les reposter dans le chat. Et sinon, je vous remercie tous pour ces informations très claires et très utiles. Le webinaire, oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Donc, Monica et Florence ont présenté les plateformes de, je ne sais pas comment on peut dire, en fait, pour se rencontrer, pour permettre aux chercheurs de se rencontrer virtuellement. Et en fait, dans la majorité des programmes, on a également ces mêmes plateformes. Donc, c'est extrêmement utile. Vous ne savez pas, vous voulez monter un consortium et vous manque une expertise dans tel et tel domaine. Maintenant, quasiment tous les programmes ont développé ce genre de plateforme. N'hésitez pas à mettre ce que vous recherchez, l'expertise que vous recherchez, et également à proposer votre expertise pour que des gens puissent vous retrouver si vous voulez participer, mais que vous n'avez pas de consortium. Je pense que c'est très utile. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites des appels à projets et poster vos demandes et vos offres.
En effet, Merci. Très important comme précision. Donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible sur le site du PCN et je me tourne vers mes collègues, les slides sont également disponibles, donc vous les recevrez dès que possible. Oui, parce qu'il y a des petites corrections à faire, mais en tout cas tout sera disponible dans le courant de la semaine. Merci beaucoup Sophie. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Et à bientôt.